Donc, Nick Claxton, on peut avancer, troisième joueur du jour. Nick Claxton, 30 minutes par match, en moyenne 71 matchs cette saison. Plus 8%, 108 de true shooting, plus 8% d'efficacité relative à la moyenne, sur un usage de 16%, qui est assez modeste, évidemment, pas beaucoup de scoring. C'est vrai que pour te lancer, on a affaire à un bon joueur, mais qui est forcément très difficile à juger dans une saison à ce point, dans le marasme en fait des Nets. En fait, si tu regardes juste le côté un petit peu statistique, tu te dis que finalement, par rapport à ce qu'il a fait en carrière, sa saison est moins bonne que ce à quoi il nous avait habitués. Et puis après, tu réfléchis à son profil, qui est quand même celui, globalement, d'un rim runner et d'un défenseur extrêmement polyvalent. Et tu te rends compte que, notamment offensivement, il est passé en quelques années d'une équipe où il y avait James Harden, Kyrie Irving et Kevin Durant, à une équipe où il y avait plus James Harden, mais il y avait Kyrie Irving et Kevin Durant. Et puis d'un coup, il s'est retrouvé avec Michael Bridges en go-to guy, et donc forcément pour un joueur qui dépend énormément des autres pour obtenir des paniers faciles, les choses se sont considérablement compliquées, et je trouve que du coup à ce niveau, sa saison elle est plutôt intéressante, parce que dans ce contexte-là, il garde quand même une efficacité plutôt honnête, et il a même, je trouve, une capacité à punir les mismatchs qui est assez intéressante. Tu vois, c'est pas un profil que j'imaginais être capable de faire ça. Et puis après, défensivement, du coup, de l'autre côté, ça reste un joueur qui fait considérablement chuter l'efficacité au cercle, ce qui est quand même ce qu'on lui demande, tout en étant extrêmement polyvalent défensivement, mais en pouvant défendre plusieurs positions. Donc aujourd'hui, je trouve que c'est quand même, parmi les joueurs de ce profil-là, un des tout meilleurs. Et puis après, offensivement, pour moi, j'ai même presque pas envie de juger sa saison, parce que le contexte pour lui est trop compliqué par rapport à ce qu'il a connu, quoi. C'est un peu ça en fait, c'est un peu le truc de, tu vois, le truc principal par rapport à lui, c'est que il a explosé complètement l'an passé. Moi je pense que je l'avais très haut dans le top 100 l'an passé, je me souviens plus exactement, mais j'étais extrêmement fan, et notamment tu sais ce qui était à la base, c'était la défense en fait, une défense d'élite. Il a explosé complètement depuis des rôles un peu mineurs l'an passé à d'un coup, depuis 2022 à 2023, un rôle majeur de défenseur quasiment défenseur de l'année. Alors j'exagère un peu, mais il avait reçu des votes pour le Deep Boy par exemple, donc c'est pas rien. C'est pas parfait, mais au moins c'est un marqueur que oui, les gens étaient un peu ah ouais, il défend bien quoi, s'il reçoit des votes pour ça. Et là c'est vrai que je trouve qu'il faut pas se laisser un peu avoir, à mon sens, par le côté contexte collectif en fait, parce que c'est pas parce que autour de lui ça devient totalement nul que le mec perd sa valeur, quoi. Je pense que pour le coup, défensivement, on a toujours affaire à un mec qui va pas être un 10 sur 10, c'est pas une encre défensive à lui tout seul, tu vois, c'est pas Rudy Gobert ou quoi que ce soit, mais c'est quand même un mec hyper intéressant, qui en termes de un peu ce combo, tu vois, un peu Capella de l'époque Rockets, mais encore plus. C'est-à-dire, je trouve que c'est Capella, mais avec beaucoup plus d'impact au panier que Capella n'a jamais eu, parce que Capella, c'était juste, bon, c'est sympathique, ça peut protéger le panier, mais jamais élite, alors que Claxton a vraiment des chiffres qui peuvent parfois aller flirter avec l'élite en termes de à quel point il inflige une perte d'efficacité au panier. Il a moins 7,5, c'est pas mal. Les tout meilleurs de NBA sont autour des moins 10, moins 11, etc. Mais bon, c'est pas mal, mais surtout, il est aussi extrêmement polyvalent. Donc sa valeur n'est pas que la protection de panier, il y a aussi le fait que il peut être polyvalent, il peut faire des switches, il peut faire plein de choses, et même à un niveau un degré de polyvalence et de mobilité, c'est un mec qui peut vraiment faire des switches. C'est pas juste, tu vois, je peux un peu survivre dans le périmètre, s'il faut, je fais un light switch ou quoi que ce soit. Non, il y a vraiment cette dose de mobilité que je trouve de très très bon niveau. Malheureusement, le truc, c'est que, il y a un peu ce narratif, de facto, dans une équipe mauvaise, on va moins le remarquer. Et donc, voilà, comme je te dis, l'an dernier, il était dans le top 10 du Deep Boy. Cette année, il a reçu aucun vote, ni quoi que ce soit. Je suis pas sûr que le joueur soit fondamentalement très différent, ou qu'il est régressé ou quoi que ce soit. En fait, c'est juste que c'est toujours dur de voir la valeur d'un mec comme ça quand t'as une équipe autour qui est à ce point catastrophique, en fait. Voilà, en fait, il est passé d'une équipe qui était pas élite défensivement, mais qui avait quand même un niveau défensif plutôt honnête, à une situation où tu sens que tu es dans une équipe où il n'y a pas vraiment d'engouement et pas vraiment d'objectif, et tu as quand même beaucoup de joueurs médiocres en fait qui sont positionnés, et donc il doit combler beaucoup plus de brèches que par le passé, et malgré tout, oui, il a quand même toujours cette capacité, comme tu disais, à infliger une perte au cercle, alors qu'il a la polyvalence. Et par contre, il y a un truc que je trouve c'est étonnant, c'est que, étant donné que ça fait quand même depuis le début de sa carrière qu'il est capable de faire ça, je trouve étonnant que toutes les saisons, en fait, la fréquence au cercle soit limite plus élevée quand il est sur le terrain que quand il n'est pas. Oui, mais parce que après c'est le côté défenseur de switch aussi. Tu vois,
Tu vas voir un peu parfois des chiffres de Bam Adebayo, tu te dis, parfois il est sur un switch dans le périmètre, donc il va pas empêcher que dans le dos il y a un cut ou qu'il y a un autre mec qui drive. Donc je pense que c'est un peu comme ça que j'expliquerai moi pour le coup. Mais le côté, tu vois, quand il est au panier, quand il est sous le panier, qu'il affecte pas mal les tirs et l'efficacité adverse, ça me rassure plutôt pas mal quoi pour le coup. Mais non, mais après l'autre aspect, je pense qui est intéressant avec lui, c'est l'attaque. Et le truc à noter, c'est qu'il y a une perte d'efficacité qui est assez notable. C'est-à-dire que on parle pas des mêmes chiffres, on n'est pas dans les mêmes zones que des créateurs, hein, parce qu'évidemment, un mec qui est simplement un finisseur va avoir des efficacités beaucoup plus grandes, mais tu vois, mine de rien, il passe de quasiment plus 20% relatif à la moyenne à seulement plus 8 ou 9. Bon, c'est une perte assez notable, surtout que ça faisait 2 saisons qu'il était à des chiffres très très hauts, de vrais catch and finisher d'élite, hein, grosso modo. Là, c'est moins efficace. Donc là, première chose qu'on pourrait se dire, c'est, ah tiens, en général, un mec dans une équipe dépeuplée dont l'efficacité perd un peu, c'est peut-être qu'il a été un peu plus testé en termes de créateur ou quoi que ce soit. Et en fait, pas tant que ça. Hein. Pas tant que ça, parce que tu vois, un indicateur assez simple, à quel point ses paniers étaient assistés, c'est comme avant. Hein. On est à 73% de ses paniers assistés, c'est exactement comme avant. Donc en fait, c'est pas juste qu'il a plus été testé en tant que créateur et donc il y a eu du déchet. En fait, la raison, c'est juste qu'il a joué avec des coéquipiers qui étaient assez mauvais et donc qui n'ont pas pu le mettre en position de faire du catch and finish au panier. Et tu regardes l'efficacité, notamment l'efficacité à 2 points et donc spécifiquement au panier, elle chute de quasiment 80% à 73% d'une année à l'autre. Et là, pour le coup, c'est même pas lui qui a testé un peu de se créer son tir, de faire des drives ou quoi que ce soit. C'est juste que quand tu joues avec Cam Thomas, tu vas pas avoir de passe, ou Michael Bridges, tu vas pas avoir de passe pour faire des dunks faciles. Donc, même là-dessus, tu vois, de facto, il produit moins de valeur parce qu'un peu moins efficace, mais c'est même pas trop de sa faute, c'est même pas trop un truc à lui amputer, je trouve, quoi, en fait. Alors là, c'est la question que je peux poser, c'est que quand t'es un joueur qui est extrêmement dépendant des autres pour produire, est-ce que finalement c'est pas aussi quelque chose qu'on doit t'imputer, à savoir que oui, c'est en fait ta faute si tu es vraiment à ce point dépendant d'autrui, et du coup quand on va juger ta saison, forcément oui, on va te mettre un peu plus bas parce que t'as pas développé ton jeu non plus pour être autre chose, quoi. Ouais, si t'as un marteau et que t'atterris entre les mains d'un bricoleur mais qui a juste besoin de visser et qui utilise pas le marteau, de facto t'as pas de valeur si tu utilises pas, quoi. Donc ouais, c'est ça, mais je suis tout à fait d'accord avec toi que dans l'idée, en fait, moi ça, je pense en termes de niveau de jeu, il est probablement au moins au niveau de l'année dernière. Mais par contre, il passe de Michael Bridges et Cam Thomas il est passé à Michael Bridges et Cam Thomas, quoi. Ouais. Non, mais je te rejoins on peut faire la transition vers le classement si tu veux. Je pense qu'en effet, de facto, il a moins produit dans les faits, mais je te rejoins aussi. Enfin, je pense que tu penses ça aussi, mais la valeur intrinsèque est peut-être supérieure à ce qu'on a pu voir cette saison en termes de production et de performance. Et que, tu vois, si le mec se fait échanger l'an prochain dans une très très bonne équipe, notamment une équipe compétente, à mon avis, on va pouvoir gratter peut-être 10, 20, 30, 40 places dans le classement. Je sais pas où on va le mettre, mais clairement, c'est un mec qui mériterait d'être dans une équipe qui peut l'utiliser, parce que oui, dans une équipe un peu dépeuplée, il va pas servir à grand chose, alors que je pense que c'est un mec qui apporte pas mal de trucs intéressants. Bref, allons vers le classement. Où est-ce qu'on l'imagine alors? Du coup, par rapport à ce qu'on a dit, moi je le mettrais bien devant KCP. Entre KCP et Jaden McDaniels, donc autour de la 51e, 52e place. Tu veux casser notre groupe de KCP McDaniels qu'on avait essayé de rester collé depuis le début. Ouais, alors c'est vrai que j'avais un point de repère, moi, qui était Miles Turner, mais qui en fait est pas loin du tout, hein, par rapport à ce que tu dis. Turner est 47. Ouais, de 3-4 places au-dessus. C'était un peu mon point de repère, et je sais pas ce que t'en penses, mais peut-être le mettre un peu plus bas par rapport au fait que la finition pure athlétique, on l'a dit, au panier a été moins utilisée, et de l'autre côté, Turner a aussi cet avantage d'être un pivot protecteur de panier qui apporte du spacing, donc ça a une belle valeur, quoi. Ouais, c'est ça. Et je trouve qu'en plus, pour le coup, Miles Turner a fait plutôt très belle saison. Du coup, moi, je tendance à mettre au moins, en tout cas, Nick Claxton derrière, quoi. Donc, tiens, d'ailleurs, on a Michael Bridges qui est derrière KCP et McDaniels. Qu'est-ce qu'on fait de ce duel Claxton-Michael Bridges? Non, mais c'est embêtant, tu vois. Et même Paolo Banchero, ça me fait un peu de la peine de le mettre derrière un joueur qui est un role-player, tu vois, mais... On peut reclasser Bridges, hein, si tu veux. Après, franchement, sa saison, elle est pas non plus très enthousiasmante, quoi. C'est pour ça qu'on l'a mis là. C'est pour ça qu'on l'a mis là. Non, écoute, moi, ça me dérange pas qu'il soit devant lui. Michael Bridges, je vais quand même revérifier, mais ouais, le truc, c'est qu'en fait, il n'avait pas pris de volume, pas tant que ça. Donc le volume était resté un peu mineur, en plus pas trop efficace, même pas du tout, plutôt inefficace cette saison.
Donc on l'avait un peu pénalisé sur ça, sur pas de volume, pas d'efficacité, pas trop de passing non plus. Défense pas mal, mais non, mais en plus ça s'entend cet aspect de finalement la défense intérieure de Claxton, c'est quand même un truc assez qui a beaucoup de valeur. Vaut mieux la défense intérieure que extérieure au final. Enfin, ça a plus de valeur en tout cas dans les faits. Donc ok, on peut les mettre par là, mais bon, si quelqu'un vient dans le podcast et me dit non, il faut quand même faire monter Mikal Bridges de 5-10 places, ça me dérangera pas non plus, mais ok, faisons ça. Ou est-ce qu'on par rapport on le met où? On les colle ou est-ce que on met au-dessus de KCP McDaniels, on le met entre? Qu'est-ce que tu voulais casser le groupe, toi, c'est ça? Non, mais je sens que ça te perturbe de casser ce groupe, donc vas-y, mets-le derrière KCP. En vrai, ça me perturbe pas. Je trouve ça juste beau de les mettre ensemble. Mais on peut casser le groupe, hein. Non, mais moi, je regarde pas des super souvenirs, donc ça me dérange. Bon, mais bon, oui, mettons-le là. Okay. Allez, mettons-le là. On le colle à Mikal Bridges, comme ça. De toute façon, ils étaient dans une galère, donc. Voilà. Dans le même bateau et un bateau qui coule, malheureusement. Et donc, petit quiz, nous sommes le 5 mars 2024. Alors, c'est pas le quiz dur, c'est le quiz rigolo du jour, celui-ci. C'est un contre assez spectaculaire sur un joueur des Sixers, dont je vais te taire le nom, évidemment, pour l'instant. Buddy Hield. Buddy Hield est sur le terrain, tout à fait. Bonne mémoire. Alors, Joel Embiid n'est pas sur le terrain, a priori. Non, exactement. C'est son backup. Mais qui était son backup à l'époque? Paul Reed. Alors, c'est le backup du backup qui était sur le terrain. Son autre backup. Si je te dis Parabailar. Ouais, t'essaies de m'embrouiller là. Il y a une chanson. Parabailar. Ah bah non, je... Un ancien pivot très grand, très long qui est drafté à Orlando. Il y a très peu de temps. Ah, Mo Bamba. Ouais, exactement, Parabailar Mo Bamba. T'as pas la chanson en tête? Non, je l'ai pas. Ok, Mo Bamba, effectivement. Tobias Harris. Exactement. Tout le temps là, de toute façon, c'est plutôt pratique. Kyle Lowry. Kyle Lowry sur le terrain, oui, tout à fait. Et l'ailier un peu foufou qui a fait une bonne saison aux Sixers. Ouais. Moi, je l'aime bien en plus, Kelly Oubre. Exactement, Kelly Oubre, tout à fait. Côté Brooklyn alors. Côté Brooklyn, est-ce que Cam Thomas est là? Cam Thomas n'est pas là, pas sur le terrain, donc. Mikal Bridges, oui. Exactement, Mikal Bridges est là. On a un ailier très défensif, très typé défensif. Dennis Smith Jr. Exactement, Dennis Smith. Oui, non, ouais, ça va. Non, pardon, je pense pas à lui. Je pensais à un autre. C'est pas Dennis Smith Jr. C'était un autre D. Oui, pardon, excuse-moi, Dorian Finney-Smith, excuse-moi. Exactement, Dorian Finney-Smith. Ouais, je pensais à lui. Ouais. On n'avait pas Dennis Smith Jr., mais on avait un autre meneur qui s'appelait DS aussi, un champion du monde. Ah, Dennis Schroeder, c'est vrai. Exactement, Dennis Schroeder était là. Et le dernier, c'est un Toons. Un Toons, comme on les appelle les Toons. Il est comme. Oui, mais. il est comme Bugs Bunny. Michael Jordan, il a fait alliance avec les. Oui, très bien. Je crois que je n'ai jamais vu le film. Bon, alors, Indice Basket, un mec qui était drafté par les Spurs, qui a beaucoup de dreadlocks, qui ensuite a fait une campagne de playoff aux Lakers l'an passé, avec Darvin Ham, un petit arrière explosif. Non, mais Cameron Reddish, il était encore cette année, d'accord. Non, les Looney Tunes. C'est pas les Toons, c'est les Looney Tunes, et donc. Ah oui, mais je l'ai pas. C'est ça, moi j'avais bien compris que c'était Looney, mais. Mais le prénom c'est Looney. Looney comment? Je l'ai pas. C'était Looney Walker. Looney Walker, Jérémy. Ah putain. T'as oublié l'existence de Looney Walker. C'est terrible. Ah ouais, non mais c'est terrible. Ah, je t'ai rarement vu souffrir autant que ça qu'aujourd'hui. Hein, je pense que c'est le pire quiz que j'ai fait avec toi, ouais, clairement. On est pas mal du tout aujourd'hui. Tu les enchaînes.